Ok, donc je suis désolé de ne pas être là en direct, hein, mais malheureusement, le Covid n'est pas une maladie rare, donc je suis coincé ici à Barcelone. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité à vous parler d'aplasie, plutôt de neutropénie fébrile aux urgences. Euh, Voici mes liens d'intérêt. Alors, la première question, c'est est-ce que les aplasies fébriles sont une maladie, ou du moins, si on peut appeler ça une maladie, une entité rare aux urgences? Eh bien, j'ai envie de le croire parce qu'actuellement, on coordonne une étude sur l'aplasie fébrile, sur les neutropénies fébriles aux urgences en France dans une trentaine de services. Et on a beaucoup de mal à recruter les patients. Et j'ai l'impression qu'ils étaient un peu plus nombreux il y a quelques années que maintenant. Alors, certains auteurs écrivent que depuis le Covid, les gens se lavent plus les mains, respectent les gestes barrières et mettent des masques, et que probablement ça peut jouer sur le fait qu'il y ait moins de neutropénie fébrile. Mais vraiment, quand on regarde l'étude, le détail, on a un peu de mal à y croire. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est plutôt lié à ça, c'est-à-dire que vous savez que depuis une dizaine d'années, il y a une révolution dans le traitement du cancer, avec l'essor notamment des immunothérapies. Et des effets secondaires qui n'ont rien à voir avec les chimiothérapies cytotoxiques qu'on a tous connues et qui donnent ces neutropénies fébriles. Et avec ces nouvelles thérapies, on est plutôt face à des effets secondaires immuno-induits. Et on a l'impression que peu à peu, c'est en train de remplacer ces patients qu'on avait avant aux urgences. Alors néanmoins, quand on regarde en 2015, les chimiothérapies cytotoxiques classiques comptaient pour la moitié de l'arsenal thérapeutique des traitements cancéreux. Donc, c'est des patients qui sont toutefois néanmoins toujours présents aux urgences. Alors, comme toute maladie rare, le problème, c'est qu'on les prend mal en charge aux urgences. Ça, c'était une étude il y a un peu plus de 10 ans dans une cinquantaine de SAU en France qui avait fait le constat que les patients étaient mal pris en charge. Et 75% des patients qui étaient stables étaient mal pris en charge, et ce chiffre s'élevait à 93% quand on prenait les patients les plus graves en sepsis ou en choc. Alors on peut discuter des critères de qualité de prise en charge de la neutropénie fébrile, mais en tout cas le constat était là. Alors quels sont les enjeux aux urgences face à un patient qui est neutropénique fébrile? Eh bien, la première des choses, c'est vraiment de le reconnaître. Parce que si vous ne le reconnaissez pas dès l'accueil, et que le patient part en salle d'attente sans masque et qu'il attend 2 ou 3 heures avant de voir le médecin, vous avez tout raté. Tout ce que vous ferez après sera malheureusement gâché. Donc la première des choses, c'est de le reconnaître dès qu'il arrive à l'accueil. Alors vous avez une définition qui est la définition académique de la neutropénie fébrile, qui est une fièvre à plus de 38,3 à une occasion, ou plus de 38 à 2 occasions en moins d'1 heure, avec moins de 500 PNN ou moins de 1000 avec une décroissance attendue dans les 48 prochaines heures. C'est une définition qui est assez stricte, mais qui malheureusement n'est pas utilisable à l'accueil aux urgences. À l'accueil, l'infirmière ou l'infirmier d'accueil doit tilter dès que vous avez un patient suivi pour une hémopathie maligne ou une tumeur solide et qui déclare avoir eu de la fièvre, même s'il n'en a pas à l'arrivée, et ayant eu une chimio récente dans les 7 à 10 jours qui précèdent son arrivée aux urgences. À ce moment-là, le patient doit être considéré comme une neutropénie fébrile jusqu'à preuve du contraire et installé immédiatement en box et isolé. Ensuite, une fois que vous allez voir le patient, première des choses à faire, c'est comme chez tout patient septique, avec une suspicion d'infection, c'est d'évaluer la gravité du sepsis. Est-ce que le patient a des signes de choc? Est-ce que le patient a des signes de sepsis? Est-ce qu'il a des défaillances d'organes? Une fois que vous avez évalué la gravité clinique du sepsis, deuxième mission aux urgences, c'est de documenter l'infection. Alors, documenter de façon clinique. Alors, vous allez regarder tous les sites infectieux classiques, que sont le poumon, la peau, les urines, mais ne pas oublier les sites particuliers aux patients neutropéniques fébriles qui ont des muqueuses souvent abîmées par la chimiothérapie, d'aller regarder le périnée, aller chercher un abcès, aller rechercher une mucite grave, aller rechercher une colite du neutropénique cliniquement ou avec un scanner si nécessaire, et bien sûr aller regarder le cathéter central. Est-ce que c'est la source de l'infection? Est-ce qu'il est douloureux, rouge, inflammatoire? Documenter, c'est aussi faire des hémocultures évidemment périphériques et sur cathéter. Et puis, pensez toujours, si votre patient n'a aucun signe clinique, et c'est souvent le cas aux urgences, vous avez une fièvre nue, et si le patient présente des signes de gravité, toujours pensez au cathéter parce qu'il peut être la cause du choc septique, et quand vous retirez ce cathé, souvent les choses s'améliorent très vite. Une fois que vous avez documenté l'infection, l'étape suivante, c'est de le traiter vite, mais surtout bien.
et j'en parlerai après dans mon topo. Et enfin, orienter le patient. Est-ce que le patient va nécessite une hospitalisation ou le traitement peut se faire de façon ambulatoire? Alors, traiter vite et bien, faut-il traiter vite? Y a-t-il une golden hour aux urgences dans l'initiation d'antibiothérapie, comme dans le traumatisme par exemple? Eh bien, les recommandations, j'ai pris des recommandations de l'IDSA de 2018, disent que oui, et que les patients doivent recevoir les antibiotiques dans l'heure qui suit l'arrivée du patient aux urgences. Malheureusement, ces recommandations ne se basent que sur 2 études, et c'est un peu léger quand on regarde la globalité des études qui étudient l'intérêt d'aller vite dans l'initiation des antibiotiques chez les patients neutropéniques fébriles. Je vous ai mis ici toutes les études qui en parlent. En haut et en rouge, ce sont les études qui n'ont pas montré d'effet sur un outcome, on va dire, un peu dur, qui est la mortalité ou l'admission en réanimation. Et ici en bas, des études qui ont montré, elles, un effet sur ces mêmes outcomes. Et la différence entre ces 2 études, celles qui sont en haut, ont peu de patients graves avec un taux de mortalité assez faible, alors que les études qui ont montré une différence sont celles qui ont les patients les plus graves. Donc je pense que le message est plutôt de dire qu'il faut aller vite chez les patients graves neutropéniques fébriles, évidemment. Là, il faut mettre les antibiotiques très vite, mais probablement que chez les patients sans signe de gravité, mettre les antibiotiques en 1 heure, 2 heures ou 4 heures ne change probablement pas grand-chose. Il faut faire attention quand on dit de mettre chez tout le monde les antibiotiques en 1 heure. Ça peut être difficile quand vous avez un service d'urgence qui ressemble à ça. J'en veux pour preuve qu'à Saint-Louis, on a regardé, on a quand même l'habitude de prendre en charge ces patients aux urgences et on n'y arrive pas. Vous voyez qu'ici, sur un peu plus de 200 patients neutropéniques fébriles, la moitié ne recevaient pas leurs antibiotiques en moins d'1 heure. Alors, il faut faire attention aussi parce que quand on veut aller trop vite, le risque, c'est qu'on rate sa cible en mettant le premier antibiotique qui nous passe sous la main pour arriver à cette sacro-sainte heure de traitement. Donc, quelle est la cible que nous voulons atteindre chez un patient neutropénique fébrile aux urgences? Donc, quand on regarde l'écologie bactérienne des patients neutropéniques fébriles, vous voyez ici que dans une étude sur 1500 épisodes de neutropénie fébrile documentés, c'était à peu près moitié-moitié avec un peu plus de BGN que de coccigram+. Maintenant, quand on regarde chez ces patients, les patients les plus graves qui étaient en choc septique, là, c'est 80% BGN, donc c'est vraiment cette cible-là qu'il ne faut pas rater. Et quand on regarde ces BGN, c'est essentiellement du coli, de la Klebsielle et du Pio, avec un taux de résistance qui n'est pas nul dans ces 3 espèces. Donc voilà notre cible. Cette étude nous dit aussi que chez des patients qui sont neutropéniques fébriles choqués, le fait de mettre une biantibiothérapie avec un antibiotique pivot, une bêta-lactamine antibiocyanique et un aminoside améliore le pronostic des patients. Mais attention, si dans cette biantibiothérapie, l'amiclin et donc l'aminoside n'est que le seul antibiotique actif, eh bien là, vous grevez la mortalité des patients. Autrement dit, si votre antibiotique pivot, si votre bêta-lactamine ne marche pas sur le germe multirésistant identifié, bien évidemment, la gravité, les patients meurent plus. Et donc, au final, le fait de mettre une antibiothérapie inadaptée chez ces patients, inadaptée sur le germe identifié, est un facteur de mauvais pronostic. Alors, comment choisir le bon antibiotique aux urgences chez les patients neutropéniques fébriles? Alors, on peut aller regarder les recommandations. Je vous ai encore repris celles de l'IDSA qui recommande, mais c'est à peu près les mêmes recommandations qu'on retrouve ailleurs, de prendre un antibiotique pivot avec un antibiocyanique. Souvent le plus utilisé, enfin en tout cas celui qu'on utilise le plus chez nous, c'est la tazocilline. Ça peut être aussi du cefepime en fonction de l'écologie bactérienne locale ou une carbapénem pour les patients les plus graves. On y ajoute un aminoside en cas de signe de gravité et on peut y ajouter un glycopeptide toujours en cas de signe de gravité ou en cas de suspicion d'infection à Staph aureus métillaire ou chez les Américains en cas de pneumonie associée. Malheureusement, quand on regarde cette autre étude sur 1600 neutropénies fébriles avec bactériémie donc documentée, alors que 87% des patients avaient des antibiotiques conformes aux recommandations de l'IDSA, on se rendait compte que 24%
de ces antibiothérapies ne marchait finalement pas sur le germe qu'on avait identifié. Et donc, dans le sous-groupe de patients avec une bactériémie à Pseudomonas aeruginosa, le fait de mettre un antibiotique qui ne marchait pas augmentait la mortalité chez ces patients. Donc, vraiment, le fait de coller aux recommandations n'est pas forcément gage que votre antibiothérapie va marcher. Alors, la question, c'est, face à un patient neutropénique fébrile aux urgences, finalement, comment je vais stratifier mon risque, le risque que ce patient soit infecté avec une BMR, et on a vu dans les plus sévères avec un BGN et notamment du Pseudomonas. Alors, la première des choses à faire, c'est d'aller regarder l'écologie bactérienne de votre hôpital. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a regardé à Saint-Louis. Donc, ça, c'est des données assez récentes qu'on a eues sur les résistances bactériennes à Saint-Louis. Alors, vous voyez qu'en haut, je vous ai mis des antibiotiques qui sont le plus utilisés, qui collent aux recommandations, qui sont la tazocilline, la cefepime ou la Zactam en cas d'allergie, le Thiénam et l'amiclin chez les patients les plus graves. Donc, quand on prend Escherichia coli, alors ça, c'est chez tous les patients, c'est pas que les patients neutropéniques. Vous voyez que le taux de résistance à la tazocilline est encore relativement acceptable, mais on commence à toucher les 10%. Par contre, chez le patient grave, il n'y a pas de problème, on est actif avec le Thiénam et l'amiclin. Quand on passe à la Klebsielle maintenant, vous voyez que la résistance explose avec plus de 25% de résistance à la tazocilline, un peu plus de 10% de résistance au cefepime, et encore une fois, chez les patients graves, là, le Thiénam et l'amiclin restent encore actifs. En revanche, quand vous prenez Pseudomonas aeruginosa, encore une fois, un important taux de résistance à la tazocilline, mais également à l'astréonam chez les patients qui sont allergiques à la tazo, et aussi un fort taux de résistance à la cefepime, et plus embêtant, chez les patients les plus graves, chez qui on va utiliser du Thiénam et de l'amiclin, vous voyez que le taux de résistance est non acceptable, avec plus de 15% de résistance au Thiénam et quasiment 5% de résistance à l'amiclin. On commence à avoir des soucis. Alors, à côté de mon écologie bactérienne, comment je vais stratifier le risque que le patient que j'ai en face de moi aux urgences soit infecté avec une BGN et un Pseudomonas multirésistant? Alors, vous avez des pistes, vous avez des éléments de réponse quand on regarde les recommandations de l'ESIL d'il y a une dizaine d'années, où il commence par vous dire que parmi les facteurs d'infection avec une bactérie multirésistante, vous avez le fait d'avoir déjà été infecté ou colonisé avec une bactérie multirésistante, que ce soit une bactérie sécrétrice de bêta-lactamase à spectre étendu, un Pseudomonas, un Staph aureus métier ou un entérocoque résistant à la vancomycine. Dans les autres facteurs de risque, vous avez l'exposition préalable à des antibiotiques de large spectre, le fait d'avoir une maladie grave, le fait aussi d'avoir une infection nosocomiale, des durées d'hospitalisation prolongées ou plusieurs hospitalisations qui précèdent la venue aux urgences, une sonde urinaire, les gens les plus âgés et puis une hospitalisation en réanimation. Donc à partir de là, la démarche thérapeutique va être une démarche de désescalade en démarrant aux urgences une antibiothérapie à large spectre. En cas de patients à présentation compliquée avec des signes de choc ou des signes de sepsis, chez un patient qui a un antécédent d'infection de colonisation à bactéries multirésistantes, ou bien si vous travaillez dans un centre où votre taux de résistance est important. Bon, donc là, vous commencez large, et puis au bout de 3 jours, si le patient s'aggrave ou qu'on ne met rien en évidence, on pourra désescalader. Le problème, c'est que ces critères sont assez peu spécifiques et en pratique courante ne servent peu aux urgences. Alors, vous avez des scores. Je vais citer le score de masque et le score de CIS. Le score de, alors je ne vais pas les détailler, mais le score de masque a plus de 20 ans et le score de CIS n'est plus récent, mais ne s'adresse qu'aux patients sans défaillance. Ce sont des scores qui, en fait, ont été créés plutôt pour stratifier le risque de survenue de complications et de savoir si vous pouvez traiter votre patient de façon ambulatoire ou nécessite une hospitalisation. Mais ces scores ne vont pas définir quels patients ont ou pas un risque de bactéries multirésistantes. Alors, il faut faire attention à ces scores. Autant le score de CIS marche plutôt bien aux urgences, mais il ne s'adresse à moins de patients.
puisque vous avez enlevé tous les patients graves. Le score de masque, attention, dans une étude faite aux urgences, qui ne sont probablement pas les mêmes patients que ceux de l'étude Princeps, montrait que 16% des patients qui étaient classifiés à bas risque avec le score de masque faisaient tout de même des complications. Donc attention. Mais encore une fois, ces scores ne permettent pas de définir quel patient est infecté avec une bactérie multirésistante. Alors, encore des éléments de réponse dans cette étude qui prennent plus de 1000 patients avec une bactériémie chez des patients neutropéniques fébriles, et ils vont regarder chez les patients qui ont une bactériémie lesquels vont avoir un pseudomonas multirésistant. Et parmi les facteurs qui sortent de cette étude, vous avez le fait d'avoir une hémopathie maligne, une infection pulmonaire, une infection acquise à l'hôpital. Il s'agit de patients hospitalisés et pas de patients des urgences. L'utilisation préalable d'antibiotiques antipio, ou l'utilisation préalable de tazocilline, ou alors le fait que votre infection démarre alors que vous étiez sous ceftriax. Le problème, c'est que ce sont des éléments de réponse, mais ce ne sont pas les patients des urgences, c'est-à-dire que ce sont des patients qui ont une hémoculture positive. Moi, aux urgences, j'ai un groupe de patients, et je ne sais pas lesquels vont avoir une hémoculture positive, et de fait, moins de 30% auront au final une hémoculture positive. Donc j'ai besoin de savoir quels sont les éléments qui, aux urgences, me permettent de prédire une infection avec une bactérie multirésistante. Alors, il y a d'autres éléments de réponse dans cette étude sur plus de 3000 patients qui, cette fois-ci, partent du J0 où le patient devient neutropénique et vont regarder quels sont les facteurs de risque d'avoir une bactérie multirésistante, et notamment un BGM. Alors, ce qui est intéressant dans cette étude, c'est qu'ils vont d'abord faire un modèle basé sur une régression logistique classique qui va retrouver certains facteurs comme le fait d'avoir un âge de plus de 45 ans, une antibiothérapie préalable, le fait de faire le premier épisode de neutropénie fébrile au cours de cette hospitalisation, ou d'avoir déjà été hospitalisé pour un épisode de neutropénie fébrile, le fait d'avoir fait plus de 15 visites à l'hôpital, d'avoir une hémopathie à haut risque et, chose plus intéressante, d'être hospitalisé dans une chambre où, dans les 3 mois précédents, un patient a eu une documentation avec la même bactérie multirésistante. Donc ça, c'est les résultats de l'algorithme de régression logistique classique. Et ce qui est aussi intéressant dans cette étude, c'est qu'ils vont utiliser des algorithmes basés sur le machine learning et l'intelligence artificielle sur la même cohorte de patients. Ils vont la diviser en une cohorte de 70% de patients où ils vont regarder quels sont les critères qui vont sortir avec ces algorithmes et les tester dans les 30% restants de la population. Et donc, ces algorithmes ont retrouvé des variables qui sont un peu différentes de celles retrouvées par la régression logistique, et notamment le fait d'avoir un antécédent de bactéries multirésistantes, c'est ce qui ressortait le plus, mais aussi d'avoir déjà reçu une antibiothérapie préalable ou d'avoir une prophylaxie. Les patients neutropéniques fébriles sont assez rudimentaires puisque nous nous basons sur les recommandations et vous voyez qu'elles ont leurs limites. Donc à l'avenir, je pense que les enjeux vont être, de mieux stratifier le risque de survenue de complications pour savoir où est-ce que je vais hospitaliser mon patient. Est-ce que mon patient va nécessiter d'être pris en charge en soins continus? Est-ce que je peux l'hospitaliser dans les étages sans qu'il n'y ait de risque de complications dans les heures qui suivent le passage aux urgences, ou est-ce que c'est un patient qui va pouvoir bénéficier d'un traitement à domicile? Et le deuxième chose, c'est vraiment là-dessus qui est le plus gros défi, c'est de trouver les outils qui vont permettre de stratifier le risque d'infection à BMR pour choisir mon antibiothérapie et donner aux patients l'antibiotique le plus adapté en évitant d'être en échec sur des bactéries multirésistantes. Et peut-être que la solution viendra de nouveaux algorithmes, en tout cas basés sur des algorithmes un peu plus puissants. Enfin, on l'espère en tout cas. Voilà, je vous remercie.